Insta, on est prêt. Bon, je vois qu'il y en a qui sont présents. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. On va attendre un tout petit peu. Quelle heure il est 25, on va attendre 5 minutes. Bon, entre autres, si les personnes qui sont présentes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça nous donnera l'occasion de regarder un peu quelles sont vos questions avant de commencer le live. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Attends, on va s'amuser à dire bonjour à tout le monde. Bonjour Morgane. On va faire un bonjour. Corey White Rice, Lola Florida, Floriane. Ouh, il y a beaucoup de jeunes femmes. Ah oui, je pense que oui. J'avais lancé un événement, tu sais, sur ma page Facebook. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de participantes. Donc, coucou tout le monde. Bon, du coup, on va peut-être commencer à se présenter parce que, bon, après, tu commences par présenter toi et après, moi, je me présenterai de mon côté. Ok, alors moi je suis Sandrine, j'accompagne, j'aide les femmes à créer leur micro-crèche, je les accompagne dans tout le processus de demande d'autorisation d'ouverture auprès du conseil départemental, je les aide à monter également leur business plan. Comment j'en suis arrivée là? Il faut savoir que moi avant j'étais hôtesse de l'air. Métier atypique. J'ai eu 3 enfants et à l'arrivée du deuxième, mon mari étant aussi navigant, on a été confrontés à la galère du mode de garde. Et il y a 11 ans, j'ai ouvert ma première micro-crèche. En 5 ans plus tard est arrivée la deuxième et dans la foulée la troisième. Et puis ça a fonctionné comme ça. Et puis j'ai accompagné durant ces 11 ans de gestion des nénettes de ma région. J'étais sur Lyon à monter leur structure. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé de me consacrer pleinement à l'accompagnement. Et j'ai revendu mes micro-crèches il y a bientôt 1 an et demi. Pour me consacrer à l'accompagnement, aujourd'hui, j'accompagne une vingtaine de porteuses de projets. Elles sont toutes à des étapes différentes. J'accompagne également des gestionnaires déjà en place et je donne également des formations en ligne pour toutes celles qui ne peuvent pas se permettre un accompagnement. Et juste par curiosité, pour que ce soit un peu plus simple à comprendre également, c'est de savoir pourquoi tu t'es lancée dans la formation. Est-ce que tu t'es sentie à l'aise dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a fait aller justement vers ce type de business en fait? Eh bien justement, en fait, quand j'étais gestionnaire de micro-crèche, j'avais pas mal de porteuses de projets qui me contactaient pour avoir des renseignements sur l'ouverture, etc. Et j'ai aidé dans ma région une dizaine de porteuses de projets. Alors, pour la plupart des connaissances qui savaient que j'avais créé des micro-crèches et qui voulaient s'embringuer là-dedans aussi. Et du coup, ça m'a vachement plu en fait de pouvoir résoudre des problèmes avec elles, etc. Et quand c'est pas un projet propre à soi, on trouve plus facilement quand même les solutions parce qu'il n'y a pas la qui joue, il n'y a pas, même s'il y a de gros enjeux financiers pour le porteur de projet. Mais du coup, comme moi je suis extérieure, j'arrivais à apporter des solutions plus objectives que quand c'était pour moi-même. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement. Ok. Alors, écoutez, moi, je vais passer à ma présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Lucie. Je suis maître d'œuvre dans le monde des travaux. Donc, j'ai 17 ans derrière moi. Bon, ça ne rajeunit pas tout ça, mais j'ai 17 ans dans le monde du bâtiment. Donc, un monde très masculin. Donc, je suis vraiment passée des pieds dans le béton jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis lancée il y a maintenant 1 an et demi maintenant je me suis lancée à mon propre compte parce que aujourd'hui, je me retrouvais pas dans les valeurs et ce que dégageait mon métier à travers les postes que j'occupais.
Et j'avais vraiment, de par mon caractère, en fait, j'avais ce besoin d'aider les gens parce que je rencontrais des connaissances autour de moi, de la famille, etc., qui rencontraient énormément de difficultés dans le cadre de leurs travaux, que ce soit des agrandissements, des constructions neuves. Et typiquement, dans mon expérience, je me rendais compte que moi, les gens avec qui je travaillais, que j'avais en face de moi, ils me disaient souvent, avec vous, ça paraît si simple, on n'a jamais de problème. Enfin, je ne vais pas dire ça parce qu'après on va me dire que je suis un peu vénère, mais je me vante un petit peu. Mais en gros, voilà, les gens, c'était très facile en fait. Je m'entendais très bien avec les gens. Les gens souvent me disaient, avec vous, tout coule de source. Tout va bien. Donc au final, ils avaient une autre image des travaux. Et c'est ça qui m'a dit, faut peut-être que je me lance parce que je veux m'épanouir à mon âge, je veux vraiment épanouir. J'ai mon métier de maman, mon métier de femme entrepreneuse et j'avais envie de me lancer, donc c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans le cadre de leurs travaux, alors vraiment tout confondu, agrandissement, construction neuve, même des interventions un peu ponctuelles. Là récemment, je sais pas pour ceux qui me suivent, j'ai fait une story où j'accompagnais une jeune femme dans le cadre d'un investissement, elle avait une petite problématique. Donc voilà, donc je me mets pas trop de barrières là-dessus et c'est vrai que j'ai cette ambition aussi de découvrir d'autres secteurs, de travailler avec entre autres d'autres nanas, entre autres Sandrine. On a eu l'occasion d'échanger, on s'est rejoint sur beaucoup de points en commun à travers la façon de travailler et nos ambitions justement à aider aussi les femmes dans le cadre de leur projet de microcrèche. Et je trouvais quand même intéressant de pouvoir donner l'opportunité à des femmes de comprendre aussi vraiment l'enjeu un peu des travaux. Parce que même à travers des groupes que je suis, je me rends compte que beaucoup de personnes ne se rendent vraiment pas compte de l'enjeu que ça peut avoir derrière, que ce soit financier et dans le cadre du temps aussi que ça peut prendre. Des fois, on veut faire des petites économies et au final, on se rend compte que ça coûte plus cher. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avec Sandrine, on a souhaité donner la possibilité à des personnes de poser des questions, que ce soit vraiment tout confondu, surtout du côté aussi de Sandrine pour comprendre aussi ce qu'elle fait dans le cadre de sa formation. C'est pour ça qu'elle va nous expliquer après comment se décompose en fait son accompagnement pour que moi je puisse aussi derrière ça rebondir sur la partie travaux et d'essayer de vous donner aussi quelques clés pour optimiser certaines choses. Donc si tu veux bien Sandrine, parce que de toute manière là je crois que oui on est à l'heure. Donc on s'est un petit peu présenté. Donc de toute manière pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura le replay. Mais voilà, je t'invite Sandrine, si tu le veux bien, nous expliquer un peu le déroulement de ton accompagnement. Voilà, une femme ou un homme qui a un projet de microcrèche, comment se passe, si tu veux, l'avancée auprès de toi et comment tu t'organises avec eux pour l'accompagnement de A à Z de leur projet. Souvent, le premier contact, il faut savoir que malheureusement, quand on crée une microcrèche, on dépend beaucoup du département et chaque département a un peu j'ai envie de dire, ça peut pas travailler, voilà. C'est un peu comme l'urbanisme et les PLU, tu vois. Ouais. Et du coup, souvent, le premier contact, quand on vient à moi, c'est pour me demander les premières démarches à faire. Donc, on initie souvent comme ça le dialogue. Donc, je les oriente un petit peu, je leur explique ce que je fais, je leur propose mes services. Mais quoi qu'il en soit, même si ces personnes-là ne passent pas par un accompagnement personnalisé, je les oriente dans les premières démarches, à savoir contacter le conseil départemental pour participer à une réunion d'information, rechercher l'implantation avec certains critères. Et rechercher le local. Il faut savoir que nous, le local, c'est le nerf de la guerre, parce que voilà, comme de partout, on a une activité assez réglementée, que ce soit en termes de locaux, mais en termes de surface aussi. Et du coup, le marché immobilier des locaux commerciaux est très difficile et très compliqué pour nous, en fait, parce qu'en plus de ça, il nous faut un extérieur. Une fois qu'on a tout ça, on a fait notre tambouille et je passe le côté administratif, on va aller à la recherche d'un maître d'œuvre ou d'un architecte qui va pouvoir, par rapport au local qu'on a trouvé, nous faire un plan de faisabilité. C'est une des premières choses que l'on fait parce que... Et voilà. Le département nous demande un plan de faisabilité qu'ils doivent valider, en fait. C'est dans le cursus de la demande d'autorisation d'ouverture. Et bien évidemment, avec ce plan de faisabilité, un chiffrage
un chiffrage, mais que ce soit aussi pour un chiffrage pour les démarches d'urbanisme et pour les travaux en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que très rapidement, il va falloir aller chercher un prêt pour savoir si on pourra aller au bout de notre projet ou pas. Et comme les locaux partent très vite, on fait beaucoup de choses en même temps. D'où l'intérêt, en tout cas pour moi, de trouver des partenaires qui puissent gérer cette phase amont de plan de faisabilité Estimation. Ouais, et d'estimation. Et si tout est validé avec le prêt et la PMI, qu'ils puissent aussi gérer les travaux derrière. Parce que bien évidemment, si je te demande à toi de me chiffrer un plan que tu auras fait et que derrière, je vais voir d'autres artisans, on ne sera plus sur les mêmes coûts, tu vois. Enfin, voilà. Donc, l'important pour moi, et puis c'est surtout aussi de centraliser les choses parce que les nénettes, quand elles sont dans ces projets-là, on a 1000 choses à faire, on a beaucoup de projets à rédiger, des choses comme ça. Et du coup, si on peut se libérer cette partie recherche d'artisans, etc., c'est tout bénef, quoi. Oui, c'est vrai que ces démarches sont très difficiles. Alors, aussi, ce live sert à faire prendre conscience aussi aux jeunes femmes que cela, typiquement, j'ai eu des jeunes femmes, voilà, ils ont eu certaines démarches auprès de moi pour me dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc, malheureusement, je peux dire malheureusement pour moi, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir trop aider. Donc, voilà, on est dans la démarche de donner des petits conseils, etc. Mais typiquement, quand il y a une femme qui me dit, oui, mais bon, je vais faire le plan moi-même, etc., sur des locaux qui étaient prêts à être loués, il faut que vous vous rendez compte, en tout cas pour ceux qui ont un projet, c'est certes faire l'aménagement intérieur, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Sincèrement, même avec moi souvent je travaille aussi avec un outil avec mes clients parce que je trouve que c'est un outil simple d'utilisation et surtout gratuit. C'est avec Cozy Casa. Donc oui, certes, tout le monde peut faire un aménagement. En revanche, derrière ça, il faut faire une estimation, il faut optimiser parce que le but du jeu aussi, il est là, c'est de pouvoir vous faire des économies. Et l'aménagement est très important puisqu'il y a des choses que nous, on va optimiser dans le cadre de l'aménagement que vous n'allez pas voir. Et oui, peut-être votre aménagement va être validé, peut-être, mais derrière ça, en fait, ça peut vous coûter très, très cher. Donc, parce que souvent, les gens sont freinés justement par la prestation de maître d'œuvre. Justement, avec Sandrine, on essaie de travailler et de réfléchir sur comment articuler justement ces prestations-là, parce que oui, ça peut devenir coûteux, mais au final, sur les économies qu'on peut du moins que je peux vous faire à travers la manière dont on va aménager, etc. En fait, au final, limite, mon chiffrage peut être glissé, si vous voulez, dans votre prêt. Et les économies que je peux vous faire, en fait, au final, le maître d'œuvre, ça s'équilibre, en fait, quelque part. Et souvent, ouais. C'est vrai que c'est aux personnes que j'accompagne et dans mon groupe, j'ai un groupe privé Facebook où il y a 1400 abonnés. Et concrètement, souvent, ce qui revient souvent, c'est oui, l'architecte ou le maître d'œuvre, c'est cher, on ne peut pas se permettre, parce qu'effectivement, c'est une prestation qui ne se voit pas, enfin, qui n'est pas concrète, mis à part le plan et le chiffrage, tout le travail derrière, c'est pas du solide, du concret. Et du coup, moi, je leur dis toujours, oui, mais attention, vous allez faire vos plans tout seul. Effectivement, ça va être validé, peut-être, mais peut-être que tu auras mis, je sais pas, la salle de change à un endroit où il n'y a pas d'accès d'eau. Et c'est pas, enfin, si moi maintenant j'ai l'œil parce que j'ai créé 300 des réflexes, travailler avec mon architecte sur les plans, etc. Il m'a appris beaucoup de choses. Du coup, j'ai l'œil. Mais toutes ces personnes qui se lancent comme ça et qui n'ont pas l'œil ou qui n'ont pas qui n'ont pas des connaissances dans le bâtiment ne vont pas savoir. Et ça m'est souvent arrivé de voir des plans que des nénettes, des garçons avaient fait et mettre un change ou une cuisine ou de l'autre côté du local alors que les points d'eau étaient à l'opposé, quoi. Oui, donc c'est ça, c'est que... Ouais.
Non, non, mais c'est pour ça. Donc, après, je peux entendre les gens parce que typiquement, vous arrivez dans des cas de figure. Alors, dans la construction neuve, c'est encore différent parce que vous êtes dans de l'achat de terrain, c'est encore différent. Mais typiquement, vraiment, dans les aménagements de locaux, il y a beaucoup de choses à optimiser, il y a beaucoup de choses à y réfléchir, surtout avec le nouveau référentiel. Bah, du coup, on peut être limité sur certaines choses. Donc, oui, c'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez avoir vos idées parce que l'idée, elle est là aussi, c'est de travailler avec le maître d'œuvre pour dire voilà, moi, j'imagine mes locaux comme ça, parce que aussi si vous souhaitez vous lancer, c'est parce que vous voulez, à travers votre business, refléter un peu l'image que vous avez de cette structure, de la micro-crèche que vous voulez avoir en organisation, etc. Mais nous, notre boulot, il est là pour vous faire économiser aussi dans le cadre des travaux. On n'est pas là pour vous faire dépenser vraiment des sommes astronomiques dans les travaux. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que oui, vous êtes dans la crainte à dire oui, mais si le local, ça ne va pas, au final, je vais dépenser une prestation et je vais devoir les redépenser derrière. Alors, le côté prêt, je pense que Sandrine aura l'occasion peut-être de donner un peu plus de précision, mais justement, nous, on y réfléchit pour peut-être construire un pack ou des choses comme ça pour vous permettre de vous dire, oui, bah, on va limiter à 2 ou 3 locaux, mais au moins, vous avez la possibilité d'avoir un prix réduit de par le fait que si le projet n'aboutit pas, vous avez la possibilité d'avoir un prix réduit sur d'autres locaux. Donc, on est en train de réfléchir justement sur ça parce que l'idée, elle est là aussi, c'est que bon, c'est vos économies, donc on peut l'entendre. Et c'est vrai qu'on on a vraiment cette ambition d'éviter de vous freiner en fait dans vos démarches. Faire gaspiller de l'argent parce que des fois, Ouais. bien souvent, c'est de leur propre apport personnel, hein, l'apport qu'elles vont mettre dans leur création de société. Et du coup, on peut trouver un local, faire un plan, etc. Et je ne sais pour quelle raison la PMI ne valide pas ou alors on n'arrive pas à trouver de prêt. Du coup, on va aller essayer de trouver un autre local moins onéreux, avec peut-être une plus petite surface pour limiter les coûts d'aménagement, etc. Ce qui nous oblige, nous, j'ai envie de dire, à repayer parfois des prestations entre 1000 et 2000 euros, et je parle en TTC, hein, parce qu'on n'est pas assujetti à la TVA, entre 1000 et 2000 euros pour un plan et un devis, tu vois, un devis global. Donc, au final, quand voilà, il y a plusieurs locaux avec plusieurs plans, ben, ça devient vite problématique, quoi. Et surtout, l'avantage que vous pouvez avoir, en tout cas si vous vous faites accompagner, que ce soit même de Sandrine et d'un maître d'œuvre, c'est que nous, de par notre œil, en fait, il suffit que vous trouvez un local. Nous, on a la possibilité, en tant que maître d'œuvre, de se déplacer, de regarder et de dire oui ou non si effectivement il y a des complications qui peuvent s'avérer, qui peuvent être compliquées dans l'aménagement. Donc déjà, ça limite. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire un plan pour vous faire un plan, en fait, au final. On est là quand même pour que ça se réalise. Donc si au final, en visitant les locaux, on se dit oui, mais là, ça va être très très compliqué parce que vous avez telle ou telle raison qui risque d'être très coûteuse, bah, au final, on ne vous fait pas de plan. Voilà. Et après, on visite un autre local et on ne perd pas de temps, en fait. Donc il y a aussi toute cette optimisation-là qu'il faut avoir conscience. Donc du coup, après, Sandrine, de par ton accompagnement, donc là, on est sur la partie plan de FESA. Comment ça fonctionne du coup? Tu as des réunions mensuelles? Comment ça fonctionne du coup? L'accompagnement, alors moi je fais vraiment selon le besoin des porteurs de projets que j'accompagne parce que il y a plusieurs phases. Il y a des moments où elles vont avoir besoin de beaucoup en fait et on va organiser plusieurs réunions, etc. Et puis il va y avoir des moments de plat, par exemple quand on a monté tout le dossier financier, etc. et qu'elles vont commencer à aller chercher des prêts parce que bien évidemment c'est pas moi qui vais le chercher pour eux. Pour elles, je vais monter avec elles tout le plan de financement, on va faire viser par une expert comptable. Et puis après, elles vont aller voir les banques. C'est à elles aussi, leur projet, mais que ce soit auprès des banques, mais aussi auprès des institutions. Et tu vois, là, une fois qu'elles ont déposé leur dossier en banque, ben, on a des moments de latence. Pareil, quand on attend des réunions, des comités de pilotage de la part des institutions pour faire un point ou sur le projet, etc., ben, des fois, il y a des moments de latence. Donc, il y a des moments où on va avoir des réunions toutes les semaines, mais moi, je fonctionne un peu au besoin, en fait. Hein. Je me rends assez disponible pour les porteurs de projets parce que je sais que c'est en dents de scie. Et parfois, je ne vais pas entendre parler de porteurs de projets pendant 3-4 semaines. Et d'un coup, ben, c'est toutes les semaines, tu vois. Donc,
m'adapte vraiment à leurs demandes et à leurs besoins et où elles en sont dans leur projet, en fait. Oui, tu as réellement un soutien et une présence pour vraiment les soutenir, même que ce soit dans... Parce que bon, j'imagine, c'est vrai que dans ce cas, bon, moi, c'est vrai que pour l'instant, mais j'imagine vaguement les choses, mais c'est vrai que ça doit... Enfin, on s'en est aperçu avec... on a eu l'occasion d'avoir un entretien avec une de tes clientes. Et oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, on voit, il y a de l'enthousiasme. Oh oui, ça va se faire, j'ai ça. Puis au final, quand on leur dit, là, ça peut être possible, boum, hop, ça redescend. Donc effectivement, le fait d'être accompagné, ça, cet avantage-là. Pour vous situer, pour situer aux auditrices, Prisca, elle avait trouvé la mairie où elle souhaite s'implanter, avait lui proposé un terrain. Donc super, génial, etc. Donc je donne les coordonnées de Lucie à Prisca pour qu'elles échangent ensemble. Et en regardant, finalement, on organise une réunion et en regardant, finalement, Lucie lui dit ça va être compliqué. Non, c'est faisable de faire une structure de 130 mètres carrés, mais l'extérieur, il sera tout autour de la structure. Et du coup, de là, moi, je lui ai dit non, ça ne va pas être possible. Il nous faut absolument un extérieur d'au minimum 30 mètres carrés, attenant à la salle de vie, etc. Et en fait, comme le terrain était tout rectangulaire, c'est ça, bien. Et ben de là, de cette discussion, en fait, on en arrivait à la conclusion qu'en fait ce terrain n'était pas idéal et que du coup Prisca devait trouver autre chose, quoi. Donc ça a permis. Puis l'avantage, c'est que du coup ça optimise son temps aussi. Donc c'est vrai que et du temps finalement, c'est vraiment ce que j'allais dire. Après, dans la démarche, pour te donner le fil conducteur, donc il y a cette première démarche-là de plan de FESA, etc. On présente après au conseil départemental et à la CAF le plan avec l'étude de besoin. Eux, ils valident ou ils valident pas, d'accord. Ou souvent, ils demandent des modifications aussi. Ça arrive régulièrement qu'ils demandent des modifications sur les plans. Une fois que les plans sont validés, et que le prêt est validé aussi, bien évidemment, on va lancer les démarches d'urbanisme. Alors, plusieurs choses concrètement, on va soit avoir des changements de destination, soit si on fait, alors là je parle sur des locaux déjà existants, soit des permis de construire si on fait des modifications de façade, des choses comme ça, soit juste une simple autorisation de travaux, mais dans tous les cas, on aura une demande de RP 5, voire 4 parfois à faire. Donc voilà la complexité de la chose, parce qu'il faut savoir que ces demandes, il faut qu'on les fasse quand même assez rapidement pour qu'une fois que le prêt est validé, on puisse commencer les travaux rapidement aussi. Et selon les on sait que ça prend entre 2 et 6 mois parfois. Oui. Tiens, je me permets juste de faire une petite parenthèse, Sandrine, si tu me permets, juste pour expliquer, parce que maintenant qu'on commence à avoir un bon nombre de personnes présentes, juste pour vous expliquer, là, en gros, Sandrine nous explique un peu son accompagnement, comment il s'articule. Moi, après, j'aurai l'occasion d'expliquer un peu ma partie, ce sur quoi moi, je peux vous aider dans le cadre d'un projet de microcrèche, par exemple. Et à la fin, en fait, on va aborder les quelques questions qu'on a pu avoir. Et entre guillemets, alors ça tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais je peux trouver ça intéressant. Alors je sais pas si c'est une faute ou pas, mais a priori il y a une dame qui s'appelle Chantal qui a demandé est-ce qu'elle pouvait effectivement faire partie du direct. Donc je pense peut-être qu'elle a des questions. Donc si vous avez des questions, posez-les, comme ça si après à la fin on a un peu de temps et que Sandrine, si elle est d'accord, on pourrait peut-être prendre 2-3 personnes comme ça. Je trouve que ça peut être sympa. Avec plaisir. Voilà, donc ça on le fera plutôt à la fin. Donc n'hésitez pas à y rester, posez-nous vos questions, comme ça après on essaiera de faire ça sur la fin. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé du coup dans ta lancée. Non, mais non, tu m'as pas coupé. Donc voilà, en fait, l'avantage d'avoir quelqu'un, une seule personne qui centralise toute cette partie, c'est ce que je te disais, administrative, d'urbanisme, et là je parle vraiment pour la partie travaux, et après, lancement des travaux, suivi des travaux, articulation, planning de travaux, etc. Et c'est tout bénéfique parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent.
et c'est la même personne qui coordonne tout, quoi. C'est ça. Bah, je pense que oui, typiquement. Puis il y a des choses, bon, les travaux, enfin, comme tout le monde peut le savoir, on peut avoir des complications à gérer, des choses comme ça. Et je pense que typiquement dans ce type de projet, le fait de déléguer, c'est vrai que des fois c'est important, je pense, de déléguer à des personnes qui sont, voilà, qui sont du métier. Je pense que même à travers les travaux, ça permet de gagner du temps du côté de la créatrice de projet pour peut-être gérer l'équipe, gérer la gestion du projet en soi, pour qu'une fois que les travaux soient terminés, elle soit quand même réactive dans la mise en place de sa structure. Donc, alors, il faut savoir que quand les travaux commencent, en général, les PMI viennent faire des visites en milieu de chantier, une visite où là, souvent, même si elles ont validé des plans, elles ont toujours des modifications à te faire faire. Et une visite en fin de chantier, cette visite en fin de chantier, c'est non seulement travaux finis, mais mobilier installé, prêt à ouvrir le lendemain, en fait. Hein. Elles viennent vérifier la sécurité, qu'il n'y ait pas d'angle saillant, qu'il y ait bien des antipince-doigts à toutes les portes, les extincteurs, bref, la totale. Et c'est souvent, j'aime bien que l'architecte ou le maître d'œuvre qui a conçu le plan et qui a suivi le chantier soit présent à ces réunions-là, parce que des fois, elles vont poser des questions, les nénettes de la PMI, et la porteuse de projet ne sait pas forcément quoi répondre. Tu vois, quand c'est d'ordre technique, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage d'avoir la personne qui a suivi le chantier, qui a conçu les plans lors de ces visites-là aussi. D'accord. Ça enlève un stress supplémentaire, en fait. Oui, non, mais oui, c'est très clairement, pardon. C'est vrai que même moi, à travers mes différentes missions, je m'en rends compte. Typiquement, c'est vrai que voilà, quand on n'est pas trop à l'aise, qu'on ne sait pas quoi répondre, on a même tendance des fois, quand on n'est pas à l'aise, de dire oui, bon, il n'y a pas de souci, on fera comme ça. Mais au final, non, il y a des fois, il y a des choses. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que vaut mieux que vous fassiez accompagner dans cette démarche de travaux. Et une fois que les travaux sont terminés, que la structure est mise en place, etc., ton accompagnement se termine à ce moment-là, ou tu continues à suivre un petit peu la personne? Je continue à suivre. Alors, je dis, dans mes accompagnements, si tu veux, dans mon service, c'est 3 mois. J'accompagne jusqu'à 3 mois après l'ouverture. Et là, je les accompagne plus dans leur rôle de chef d'entreprise, de gestionnaire, de manager. Mais bien souvent, je garde contact avec les personnes que j'ai accompagnées, parce que moi déjà, je vais prendre des nouvelles. Et puis, si elles ont une problématique liée au personnel ou liée à une problématique avec les parents, hein, ça arrive régulièrement. Qu'elle m'envoie un message, je ne vais pas lui dire non, mon accompagnement il est terminé, tu te débrouilles. Enfin, c'est pas dans ma nature en tout cas. Non, mais c'est pour ça qu'on se rejoint là-dessus. Il y a 3 mois après l'ouverture, mais bien souvent. Et puis, tu sais, un projet de micro-crèche, souvent à partir du moment où on trouve le local, il faut une bonne année avant qu'on ouvre la micro-crèche, entre les demandes d'autorisation, l'urbanisme, les travaux, etc., etc. Entre le moment où on trouve le local et l'ouverture, en général, je compte 12 mois. Des fois, ça peut être moins, mais des fois, ça peut être plus. Quand on est sur un local à un simple aménagement, hein, je ne parle pas d'une construction, et on tisse des liens. Ça devient un peu comme des liens d'amitié, et forcément, comment abandonner même après, quoi. Ouais. C'est ça qui est riche, en fait, dans le cadre de l'accompagnement, c'est qu'après, tu crées un lien, et voilà, tu as été quand même accompagnatrice dans un projet qui est toutefois, voilà, sympathique. En plus, on est tous mamans, j'imagine. Donc, c'est vrai que, voilà, on tisse ce lien où on a accompagné pour réaliser peut-être, pour certaines sûrement, moi, je sais que j'ai échangé avec des femmes où c'est limite un rêve, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour eux, depuis l'enfance, ils souhaitent avoir leur structure où ils ont leur façon de voir les choses, etc. Et c'est vrai que c'est beau, cet accompagnement. Donc oui, j'imagine que ça doit être compliqué de se dire non. Complètement. Alors, essentiellement des femmes, même s'il y a quelques hommes. J'ai des hommes qui me contactent pour les aider également. Et heureusement, parce que c'est un monde essentiellement de femmes. Mais effectivement, j'ai 2 types de profils. J'ai les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent ouvrir des micro-crèches parce qu'elles ont connu la problématique du mode de garde. D'accord. Et
de la petite enfance qui se reconnaissent plus dans les structures où elles travaillent et qui veulent monter leur propre structure qui leur ressemble avec leurs valeurs, etc. Donc, ce sont quand même deux profils assez différents, avec un profil qui va avoir la notion de coût, et un autre profil qui est plus idéaliste, j'ai envie de dire, et à qui il va falloir lui dire les choses clairement, sans entériner sa vision des choses, parce que c'est important. Les professionnels de la petite enfance qui montent ce type de projet, elles ont vraiment une idéologie du bien-être de l'enfant, de l'accompagnement de la famille, tu vois, etc. Mais parfois, on est obligé de les mettre face à une réalité qui est une réalité de coût. Et malgré tout, même si c'est une structure sociale et que je suis assez d'accord, on ne fait pas d'argent sur le dos des enfants, mais elle crée quand même une société qui plus est privée et que du coup, elles engagent leur propre responsabilité. Donc, c'est en ça que je te dis, où parfois, il faut... je suis contrainte de leur expliquer ces choses-là, mais c'est pas mal, hein, parce que du coup, ça leur fait pense que oui, que même si on parle de rentabilité et de coûts, etc., et ben, on peut aussi penser, c'est pas parce qu'on parle de rentabilité qu'on ne va pas penser au bien-être des enfants et apporter du confort à ses salariés, etc. Oui, et puis si tu me permets aussi, c'est avec la nouvelle loi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, bon, je pense que tu es plus experte dans ce domaine, mais je sais qu'il y a une loi qui est passée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui étaient vraiment diplômées de la petite enfance pouvaient monter ce genre de structure. Maintenant, ils ont effectivement permis à ce que dans le cadre de la direction, en fait, ce soit une personne X, entre guillemets, mais qu'après, l'équipe qui encadrait les enfants devait être diplômée. Mais maintenant, il y a cette subtilité-là, non? Avant le 31 août, toute personne privée, diplôme ou pas diplôme, pouvait créer sa structure. Ah, d'accord. Si tu n'avais pas de diplôme, tu ne pouvais pas être la référente technique. Alors, la référente technique en microcrèche, c'est l'équivalent de la directrice, d'accord, de structure. Toutefois, voilà, tu ne pouvais pas être la référente technique et encore moins travailler auprès des enfants, faire partie de l'encadrement. D'accord ? La loi du 31 août n'a pas changé ça. Par contre, ils ont inclus que si tu n'as pas de diplôme dans la petite enfance, mais que tu as une expérience ou quelque chose comme ça, tu peux faire partie de l'encadrement. Ils ont aussi changé les règles de la référente technique avant le 31 août. La référente technique devait être ou éducatrice de jeunes enfants avec 3 ans d'expérience, ou infirmière puère, ou médecin pédiatre, etc. Maintenant, si on n'arrive pas à trouver ce genre de diplôme, déjà, ils ont étoffé les diplômes, hein, parce qu'on peut avoir une infirmière tout court, une psychomotricienne, une psychologue, un professeur des écoles, bref, ils ont élargi le panel. Mais quoi qu'il en soit, si tu n'arrives pas à trouver ce genre de diplôme pour être référence technique dans ta structure, tu peux nommer quelqu'un de ton équipe qui n'est pas un de ces diplômes, qui est même non, parce qu'elles en font vraiment beaucoup aussi, un CAP petite enfance peut être référente technique à condition que pendant 8 heures dans l'année, elle soit accompagnée d'un des diplômes, en fait. D'accord, oui, d'accord, je comprends. Et c'est assez complexe, hein. Je pense que j'ai vu quelques personnes là qui me suivent sur les réseaux sociaux. Coucou Alison, et que j'accompagne d'ailleurs. Certaines personnes, c'est compliqué à comprendre au départ, mais en fait c'est tout bête, hein. Maintenant, oui, ils ont élargi le truc. Après, ça a du bon et du mauvais. Oui, bon, après c'est comme tout. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc je pense que là, on va un peu aborder le côté un peu travaux, je pense. Enfin, travaux, oui et non. En fait, moi, je voulais surtout aborder des sujets pour éclaircir un peu aussi l'esprit des gens, parce que je me suis rendu compte que les gens souvent n'arrivaient pas à faire la différence entre un archi et un maître d'œuvre.
de savoir à qui il devait faire appel, etc. Donc on aura l'occasion, parce que je crois qu'on avait une question à ce sujet. Mais en gros, dans le cadre de votre projet, en fait, la différence que l'on peut avoir entre un architecte et un maître d'œuvre, c'est qu'en fait, typiquement, à partir du moment où vous avez un projet qui est de plus de 150 mètres carrés, en fait, vous êtes obligé de faire appel à un architecte. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Un maître d'œuvre, donc comme ce que je fais, on fait à peu près tout comme eux. Là, on peut pas dire mieux que ça. Voilà, on fait les déclarations, on fait les permis de construire, on gère les travaux avec les entreprises, etc. On fait la réception, etc. La petite subtilité, elle est là. Après, vous pouvez effectivement, dans le cadre de vos recherches, alors c'est vrai que c'est difficile parce que de trouver des personnes, maîtres d'œuvre ou architectes, voilà, qui sont aptes à faire ce type de projet, parce qu'on rentre dans de l'ERP. Moi, j'en ai fait de l'ERP, parce que j'étais je travaillais au département, donc j'ai géré des collèges, j'ai géré des bâtiments départementaux du style Château d'Auvert ou des choses comme ça, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations dans les ERP. Il faut souvent se mettre à la page, et c'est pas voilà, faut quand même y connaître un petit peu. C'est-à-dire que moi, dans le cadre de mes réseaux, j'en rencontre des jeunes archis, voilà, qui sont super sympathiques. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils connaissent pas ce secteur, en fait, ils peuvent pas se lancer dans ce secteur où, voilà, faut quand même connaître un minimum. Donc, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est de demander si, que ce soit l'archi ou le maître d'œuvre, ont déjà réalisé ce type de projet dans le cadre de RP. Ça, c'est une première démarche. Ensuite, après, alors, il faut le savoir aussi, parce que moi, je peux me permettre de me déclarer en tant que maître d'œuvre, c'est de par mon expérience, en fait. Donc, avec les assurances, etc., et par du principe que voilà, je suis apte à assurer ces fonctions-là, parce que ça reste une fonction, c'est pas un métier, vous n'avez pas de diplôme de maître d'œuvre, c'est une fonction, donc ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, les diplômes d'architecte, en fait, ils sont articulés comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant 2007, un diplôme de l'État, en fait, était appelé architecte DPLG. Donc après, je sais plus, je crois que je me le suis noté, parce que c'est vrai que les intitulés, des fois, c'est diplôme par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, de par ce diplôme, en fait, ils pouvaient assurer la partie maîtrise d'œuvre. Maintenant, après 2007, en fait, ils ont dissocié les diplômes. Alors, je crois qu'il y a le diplôme DE. Alors, je crois que ça veut dire diplôme d'État. Et ensuite, donc ça, c'est en fait ce diplôme-là, en fait, vous déclare en tant qu'architecte, mais vous n'êtes pas maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous êtes designer, vous êtes diplômé pour travailler dans une boîte d'architecte. Point barre. Vous avez pas, voilà, vous pouvez pas vous prétendre d'avoir la mission de maître d'œuvre. Et en fait, après, vous avez le diplôme DE. Alors après, il y a tout un, je crois que c'est HOPN, quelque chose comme ça, où en fait, c'est une maîtrise qu'ils doivent passer en plus de leur diplôme d'architecte, qui acte en fait la possibilité d'assurer la maîtrise d'œuvre. Donc bon, il y a un petit peu de subtilité, mais je voulais vous donner ces infos-là parce que dans le cadre de vos recherches, ça peut être pertinent de le savoir. Bon, après, vous avez la possibilité de demander des assurances, etc., pour savoir ce sur quoi ils sont assurés. Mais voilà, je voulais vous donner ces quelques petites infos pour que dans le cadre de vos recherches... En fait, alors, j'avais une question parce que du coup, tout ce qui est jusqu'à 150 mètres carrés, on peut faire appel à un maître d'œuvre, comme toi, par exemple. Par contre, si ça dépasse 150 mètres carrés et qu'on veut passer par toi, est-ce que toi, tu peux t'adjoindre d'un architecte qui donnerait la signature? C'est possible, ça? C'est ça. Oui, c'est tout à fait possible, oui. Oui. Typiquement, des fois, même, il y a des architectes, ils le font, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire la maîtrise d'œuvre, mais de par leur surcharge de travail, souvent, et puis c'est pas ce qu'ils préfèrent. En règle générale, j'en ai rencontré beaucoup d'architectes en phase carrière, et effectivement, c'est pas ce qu'ils préfèrent. C'est des vrais designers, ils ont une autre vision des choses, et c'est vrai que, bon, aller sur un chantier, avoir les pieds dans la gadoue, et puis parler, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Eux, ils veulent voir le côté un peu, voilà, esthétique, etc. Donc, des fois, ils délèguent vraiment, c'est-à-dire que, voilà, des fois, ils travaillent avec un maître d'œuvre où il leur délègue complètement la partie exécution, suivi de travaux, etc. Donc oui, moi souvent ça peut m'arriver dans le cadre de certains projets, que ce soit même de la construction neuve par exemple, quand c'est des projets qui excèdent 150 mètres carrés, je travaille avec un architecte où voilà, de par aussi mon expérience ou des choses que le client m'a exprimé en besoin, en fait, ça permet aussi de faciliter aussi son travail en fait. Tu vois, Ça fait quoi, lui? Parce qu'on est d'accord que toi, tu peux prendre en charge, que ce soit 130 ou 160 mètres carrés, tu peux le prendre en charge. Du coup, c'est toi qui vas le faire le dossier. Il va faire quoi, lui, en fait?
Bah, il va regarder s'il n'y a pas des choses que j'aurais, enfin, si j'aurais, il y a des choses que j'ai bien pris en compte, s'il n'y a pas des erreurs par-ci par-là, voilà. Puis en fait, il va vérifier mon travail. En gros, c'est ça. Hein, il a sa part de responsabilité de par le fait qu'il va signer les documents. Donc lui, il s'assure en fait que les choses soient bien faites, etc. Mais voilà, oui, oui. Après, là-dessus, il y a pas de Voilà, on souci. est d'accord. Ouais. On est d'accord. Oui, parce que souvent que je vois passer, par contre, ouais, je vais me lancer moi dans la demande de RP. Alors moi, je leur dis, ouais, faites attention quand même, parce que, alors oui, le RP5, c'est le plus allégé, on va dire. Mais il y a des plans, il y a des notices. Moi, je l'ai vu faire, mon maître d'œuvre, hein, pour mes 3 crèches, hein, et qui m'envoyait les notices pour que je les lise. Et il y a les plans, il y a les notices, il y a ci, il y a ça. Il y a un nombre de personnes à pas dépasser, parce que si tu dépasses, il faut mettre une autre issue de secours. Même dans le cas d'un ERP5, tu vois. Donc souvent, je leur dis, faites attention, parce que si vous essuyez un refus, il va falloir, ou un avis défavorable, il va falloir tout recommencer. Et pour le coup, bah, vous allez perdre 2 voire 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, non, il y a quand même des choses à prendre en compte. Bah, écoute, moi, ce qu'on va faire, c'est ça va me permettre de rebondir un peu sur les questions qu'on a pu avoir, parce que du coup, je me les ai affichées tout à l'heure. Bon, il y avait effectivement, alors la personne qui s'appelle, bon, je suis désolée si j'écorche un petit peu, Inky Winky. Bon, j'espère que je le prononce bien, mais bon, je pense que c'est un surnom, sûrement. Donc, la question était comment trouver un archi qui maîtrise l'aménagement de ce type de structure. Bon, je crois que j'ai abordé le sujet, du coup. C'était effectivement de s'assurer que la personne est apte à traiter les projets de RP, donc d'établissement recevant du public. Et donc, c'est. Même plus, n'hésitez pas à lui demander s'il a déjà fait des. Ouais. Sur petite enfance. Il y a une spécificité, il y a un aménagement de l'espace. Vous le savez, hein, enfin, pour celles qui suivent le live et qui sont professionnelles et qui travaillent en structure de la petite enfance, vous savez qu'il y a une ergonomie, il y a un aménagement, les dortoirs, c'est toujours mieux qu'ils aient un accès direct à la pièce de vie, etc. Et un architecte qui n'a jamais travaillé sur des structures petite enfance, il va se renseigner. Oui, d'accord avec toi. Bâtimentaire, etc. Mais il ne va pas avoir la vision de l'ergonomie que vous avez besoin et que les enfants ont besoin. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Et s'ils vous disent non, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Même demander des références, vous avez le droit, hein, c'est-à-dire de leur dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez me citer quelques projets là dans le coin que vous avez fait, même dans le principe d'aller voir, de prendre contact avec les mairies pour avoir des retours, parce que bon, après, les projets peuvent être aboutis, mais après, peut-être que dans l'évolution des travaux, il y a peut-être des choses qui ont été très compliquées, vous avez pas ces retours aussi objectifs, entre guillemets. Donc, dans le principe, c'est voilà, n'hésitez pas à leur demander des références, à vous renseigner, à aller sur place, d'avoir des retours là-dessus pour savoir si oui ou non c'est quand même la bonne personne. Bon, après, voilà, le but du jeu aussi, c'est que ça matche en termes de, comment je pourrais dire, d'approche. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, enfin, évitez parce qu'au final, vous allez être dans la confrontation en fait tout au long de votre projet. Le but aussi, enfin moi en tout cas le mien, c'est vraiment de créer une aventure à travers un projet, que ce soit n'importe lequel, mais faut que ça matche avec la personne. Faut que vous puissiez. L'œuvre et ou l'architecte, c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler dès le départ de votre projet, la conception des plans. Si ça ne matche pas au départ, quand vous allez vouloir lui demander des modifications, etc., parce que ça ne vous convient pas, ça va être compliqué, quoi. Vous n'allez pas oser. Il faut vraiment que ce soit un peu comme quelqu'un qui vous accompagne à la création. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui ça matche, quoi. C'est comme quand vous faites partie d'une équipe et qu'il y a un élément perturbateur. Et il vient perturber tout le groupe, quoi. C'est important de demander. Après, la grosse différence entre un architecte diplômé, etc., et un maître d'œuvre, parce que ça, je l'ai eu en off, la question. Essentiellement, la commission, effectivement, comme vous l'expliquez, Lucie, elle va faire le même, en dessous de ça, enfin, jusqu'à 150 mètres carrés, elle va faire exactement le même travail que l'architecte, parce qu'elle a les compétences, parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle a fait. Mais voilà, ça va être en termes de pourcentage. C'est ça, hein. Oui, tout à fait. Moi,
Ouais, pour ma part, en gros, en fonction de la complexité du projet, en fait, nous, les maîtres d'œuvre, en règle générale, on prend entre 6 à 8% du montant des travaux. Les architectes, c'est beaucoup plus. Ça peut aller 10, voire même 12% du montant des travaux. Bon, après, ça explique, hein, ils sont diplômés. Ouais, ouais. Mais on va dire qu'on a cet avantage-là. Après, je dis, bon, on a chacun nos points forts et nos faiblesses, entre guillemets. Maintenant, voilà, les nôtres, elles sont là. C'est-à-dire qu'on est quand même, les maîtres d'œuvre, en règle générale, on est quand même des gens qui sont beaucoup du terrain. Et je pense que ça, c'est primordial parce qu'au final, combien de projets, que ce soit même avec un archi ou autre, si la personne, elle n'est pas là constamment, ça, excusez-moi l'expression, mais ça part en nœud de boudin. J'aime bien cette expression. Ça part en nœud de boudin. Donc, et les architectes, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc, on va dire que c'est un peu. Après, je mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. J'ai rencontré des très très bons archis et on le voit tout de suite. Mais voilà, il faut des gens quand même de terrain. Donc voilà, après c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand vous vous dites que vous le payez 10 ou 12% des montants des travaux, puis qu'au final, limite, c'est vous qui gérez vos travaux. C'est un peu... Au fait qu'ils ont une assurance plus élevée que vous, je crois, hein, en termes d'assurance. Ils ont, moi, c'est mon architecte, enfin, mon maître d'œuvre travaillait avec un architecte, c'était deux potes. Et en fait, c'est l'architecte qui faisait tous les plans. Et lui m'avait expliqué que lui était plus cher que Guy, qui était sur les mêmes pourcentages que toi, pour la simple et bonne raison qu'il avait des assurances plus élevées par rapport à Guy, dû à son statut d'architecte. C'est ça. En fait, ils sont inscrits à l'ordre des architectes, donc en fait, voilà, ils ont cette responsabilité de la conception. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils ont quand même la responsabilité que le mur se casse pas la figure, quoi. Donc, oui. Puis bon, après, nous aussi, mais c'est vrai que ça, voilà, c'est vrai que quand on arrive sur des surfaces qui sont un peu moindres, voilà, on estime c'est pas non plus. Parce que bon, quand vous arrivez sur des surfaces qui font beaucoup plus de 150 mètres carrés, vous avez souvent plusieurs niveaux, etc. Donc ça reste complexe. Donc oui, effectivement, ils ont des assurances quand même qui sont un peu plus onéreuses que nous, oui. Oui, parce que les maîtres d'œuvre, ça c'est pareil. Hein. Les maîtres d'œuvre, il faut s'assurer qu'ils aient leur assurance décennale. Ça, faut pas hésiter à leur demander. Voilà, c'est vraiment, voilà, faut que ça matche avec la personne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Alors justement, tu parles d'assurance décennale. Imaginons, on a fini des travaux, etc. Et là, ça va en intéresser plus d'une, je pense. Dans les 10 ans, il y a un problème, je ne sais pas, il y a une fissure au mur, etc. C'est quoi cette garantie décennale? Alors, en fait, il y a plusieurs garanties. Souvent, les gens, ils ont du mal à comprendre un peu la différence entre les garanties, mais surtout le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi cette garantie, à quoi elle sert? En fait, il y a plusieurs assurances. En gros, déjà, en tant que maître d'ouvrage, donc en tant que client, la personne à la tête du projet est maître d'ouvrage. Donc, souvent, on préconise, enfin, moi, c'est ce que je préconise, entre guillemets, c'est d'avoir une assurance dommage d'ouvrage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le cas d'un mur où il y a une fissure, je ne sais pas, il y a une fissure qui apparaît au bout de 4 ans, par exemple. Donc, en fait, vous avez l'assurance décennale du responsable maître d'œuvre archi, et après, vous avez la responsabilité décennale des entreprises, ou voire biennale pour certains équipements. Bon, ça, je ne vous en parle pas, parce que bon, ça peut ne pas vous concerner, mais surtout dans ce cadre-là. En fait, vous avez donc un mur qui se fissure. La dommage ouvrage, en fait, vous avantage dans un point, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les faits sont avérés et qu'ils sont constatés, en fait, la dommage ouvrage vous permet de faire les travaux tout de suite. Et en fait, la dommage ouvrage, après, comment dirais-je, se retourne vers la décennale. Merci. Se retourne vers l'assurance décennale de l'entreprise, très souvent. En règle générale, bon, ça prend un peu de temps, mais justement, le fait d'avoir une dommage d'ouvrage, ça vous permet d'avoir une intervention rapide. Donc, vraiment un traitement de la problématique rapidement. Alors, certes, elle peut être coûteuse. Ça, je l'entends. Et bon, voilà, après, on est tous pareils. Mais voilà, c'est parce que vous connaissez un peu les démarches des assurances. Voilà, il ne faut pas être pressé. Donc, quand effectivement vous avez un mur qui se fissure et que vous dites qu'il va me tomber sur le coin du nez, je peux vous dire que vous êtes un peu comme ça. Donc, des fois, d'avoir une assurance qui peut effectivement permettre de traiter cette cause-là, ça peut être un avantage. Et en fait, donc l'assurance décennale, l'assurance décennale, en fait, c'est tout ce qui est structure, tout ce qui est structurel. Donc, le toit, les murs, les fenêtres. Les cloisons aussi.
Ouais, en fait, après, tu as l'assurance biennale en fait, qui correspond à tout ce qui est équipement, donc par exemple la plomberie, l'électricité, etc. Voilà. Donc, eux, on va dire que ben, s'il y a une problématique, c'est sous 2 ans. Après 2 ans, ben, après, ils estiment que voilà, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc voilà. Donc après, je sais pas si j'ai été claire, j'ai éclairci un petit peu ces points-là, en vue des retours que tu peux avoir justement sur ces points-là. Oui, alors. C'était quoi l'inquiétude en fait? On me demande, oui, mais la décennale, c'est quoi? Ouais, bah, c'est une assurance en cas de problème, effectivement, sur la structure même de la construction. Mais c'est vrai qu'on l'utilisera, enfin, c'est bien dommage. Ouais. Alors moi, ce que je conseille très souvent aux clients, c'est avant même de faire... alors, moi, ce que je conseille, ce qui est le mieux, c'est en fait, c'est faire un constat d'huissier. Parce qu'il faut savoir qu'un constat d'huissier, c'est pas très, très, très cher. C'est 150, 200 euros. Ouais. Voilà. Donc, en fait, vous faites constater le dégât et en fait, vous retournez auprès des entreprises. Alors, il faut le savoir, dans le cadre de l'opération, en fait, à la fin de votre opération, vous devez avoir un DOE. Donc ça, vérifier dans le cadre de la prestation, que ce soit de l'architecte ou du maître d'œuvre, d'avoir un DOE. Un DOE, c'est un dossier d'ouvrage exécuté. C'est un dossier qui vous permet d'avoir l'ensemble des fiches techniques des équipements qui ont été mis en place. Des fois, alors moi, c'est ce que je... Paul le demande systématiquement. Enfin, quand ils viennent vérifier les bureaux de contrôle, ils le vérifient ça. Moi, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est très important. Parlant de bureau de contrôle, est-ce que c'est obligatoire qu'ils doivent passer en systématique? Parce que dans le cadre de l'ERP5, en fait, dans le cadre de l'ERP5, on n'est pas assujetti à l'autorisation d'ouverture du maire parce que l'avis favorable vaut autorisation. D'accord? Mais il y a souvent, le conseil départemental demande à ce qu'on ait quand même cette autorisation parce que eux, dans notre décret, ils ne font pas la différence entre le RP5 et le RP4. D'accord? Donc, comme les maires, maintenant, la donnent de moins en moins parce que c'est de la paperasse inutile pour eux, parce qu'ils estiment qu'en ERP5, ils nous l'ont déjà donné, on nous demande de faire venir des bureaux de contrôle pour qu'ils nous donnent cette auto, enfin, entre guillemets, pour qu'ils vérifient et qu'ils disent que tout est conforme. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on est obligé de les faire venir? Ouais, tout le temps. Si c'est pas oui, parce qu'en fait... Comment? Si c'est pas et si c'est la commission de sécurité de l'urbanisme, de la ville qui passe... Des services, ouais. Non, en fait... Alors, comment je pourrais expliquer ça très simplement? En gros, si tu veux, le bureau de contrôle, lui, il a la charge en tant que professionnel de vérifier en fait les installations. Donc ça, c'est une part. C'est-à-dire qu'en fait, avant même la visite, par exemple, des pompiers, des services de prévention, des choses comme ça dans le cadre de différents ERP, en fait, eux, ils se comment je pourrais dire ils se fixent en fait sur ce que le bureau de contrôle a attesté. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe que techniquement, ils n'y connaissent rien. Donc, à partir du moment où il y a une attestation qui explique comme quoi, oui, les installations ont été vérifiées, tout est aux normes, il n'y a pas de souci, etc., quelque part, ils ont cette garantie en disant, oui, bah nous, vous savez, les bureaux de contrôle, ils nous ont dit que c'était bon, donc si c'est bon, c'est bon. Tu vois? Donc, en fait, ils se déchargent, en fait, quelque part en disant, bah, si le bureau de contrôle il a dit que c'était bon, c'était bon. Donc, oui, en règle générale, il faut que le bureau de contrôle passe. Surtout quand il y a des installations différentes. Tu vois, par exemple, quand tu as des installations type centrale SSI ou des choses comme ça, tu es obligé. En fait, tu es obligé d'avoir un bureau de contrôle qui vérifie. En fait, après, ils font on appelle ça des RVRAT. En fait, c'est des rapports de vérification avant travaux, après travaux, etc. Et en fait, c'est des observations qu'ils peuvent émettre et que nous, derrière, on doit reprendre en fait pour assurer le côté technique, en fait, qu'on soit aux normes de ce côté-là. Oui, mais alors, je te donne l'exemple très concret là, de ma cliente Ariana en Essonne. On a fait, l'ERP a été validé, d'accord. Ouais. Et sur le plan, il n'y avait qu'une sortie en fait, d'accord. Ouais. Et le bureau de contrôle est venu, ils ont exigé une deuxième sortie de secours. Non, mais quel était leur argument en fait? Leur argument, en fait, entre les deux sorties de secours, il n'y avait pas 15 mètres.
Donc, il y avait D'accord. même le maître d'œuvre n'a pas compris, en fait. Ils ont imposé cette deuxième issue de secours. Et les services des pompiers, ils disaient quoi? Ils ne sont pas passés. Il n'y a que... en fait, justement, comme les services des pompiers ne sont pas passés, ils ont juste passé sur plan. Tu sais, maintenant, les ERP5, bien souvent, ils valident que sur plan. Et bien, comme le service des pompiers n'est pas passé, on a dû faire passer le bureau de contrôle, en fait. Et c'est eux qui ont tout attesté. Et qui ont Parce que, ouais. Bah, tu sais, en fait la complexité aussi, c'est qu'il y a des bureaux de contrôle, il y a des personnes qui sont très compétentes, il y en a d'autres qui sont moins compétentes, et surtout, des fois, ils se mettent pas à la page. Et moi, ce que je fais, parce que moi, ça m'arrive d'avoir des travaux, par exemple, dans des pharmacies, des choses comme ça. Là, typiquement, je te donne un exemple concret. Je gère des travaux dans une pharmacie. Je devais faire passer un professionnel qui gère toutes les installations de centrales SSI, donc de centrales incendie, si tu veux. Moi, le bureau de contrôle, il m'avait effectivement énoncé pas mal d'observations que moi j'ai levées et que j'ai demandé quand même à ce qu'un coordonnateur SSI passe pour avoir l'attestation, pour savoir si toutes les installations avaient été faites correctement. Et c'est là qu'il s'est avéré qu'il m'a dit non mais là il manque quelque chose. Là il manque quelque chose. Je dis ouais mais attends, le bureau de contrôle il ne nous dit pas ça. Tu vois, donc au final, des fois, ils vont t'imposer des choses, mais en fait, il faut juste qu'ils l'argumentent. À partir du moment où, par exemple, tu peux te permettre, ça, il faut le savoir, parce que les services de prévention incendie, ils sont là aussi dans le cadre de conseils. Donc en fait, vous avez la possibilité, ça s'appelle le SDIS normalement. Ouais, donc c'est service départemental incendie secours, je sais, un truc comme ça. Vous avez la possibilité de prendre contact avec eux, de dire voilà, écoutez, on comprend pas, parce que c'est quand même eux, si vous voulez, faut comprendre que toutes ces installations, en fait, c'est pour leur faciliter en fait le combat contre les flammes, les choses comme ça. En fait, c'est vraiment de mettre la structure dans des comment dirais-je, dans de meilleures conditions pour que eux ils aient entre guillemets le moins de complications et se mettent le moins en danger. Voilà, déjà ça faut le savoir. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller voir le 10 et de leur dire écoutez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez la capacité de me dire si oui ou non c'est obligatoire? Parce que moi, ça m'est arrivé, par exemple, même dans le cadre de collège, au bureau de contrôle, des fois, ils sont sur des réglementations qui datent de 3 ans, qui vont te dire, oui, il faut faire ça, faut faire ça. Puis quand les services... moi, j'avais ce réflexe-là, parce que, voilà, après, on tisse un lien, et à un moment donné, eux, ils sont quand même plus à la page que les bureaux de contrôle. Et du coup, je leur disais, mais je comprends pas, son argument, il vaut pas, par rapport à ce que vous me disiez, ça vaut pas, en fait. Et là, il me disait, non, mais là, ce qu'il vous dit, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, et souvent, quand le bureau de contrôle, on me dit, oui, mais les services... Ouais, mais ouais. Si tu ne lèves pas comment dire, les réprimandes du bureau de contrôle, quand il va passer pour sa visite finale, il ne va pas te donner l'accord. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les services départementaux d'incendie sont capables de te dire que dans le cadre de ta structure, il faut se référer à telle loi ou telle loi. D'accord? Il va te dire de la loi 2015 ou patatras, il va te dire il n'y a pas obligation. Moi, ce que je faisais, j'allais voir le bureau de contrôle, je lui faisais un mail, tu vois, et je reprenais toutes les réglementations que le pompier m'a données en disant voilà, suite au mail du service départemental de l'incendie, il m'explique que vos arguments ne tiennent pas la route puisqu'il faut se référer à telle loi. Et bizarrement, souvent les bureaux de contrôle disaient ah oui, effectivement, j'avais pas vu que la réglementation avait changé, etc., etc. Et au final, ils changent. Tout l'intérêt d'avoir un maître d'œuvre un peu péchu, hein. Bah voilà, en fait, des fois... Non, mais après, comme je dis, après, s'il y a vraiment... si on est obligé, on le fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Mais moi, je pars du principe qu'il faut que ce soit argumenté. Un bureau de contrôle, même pour un ERP5. Finesse. Attends, du coup, il faut que je redemande à Sandrine de revenir. Je te crois. Allô, allô. Les aléas direct. Allez, c'est pas grave. Du coup, on a perdu beaucoup de monde en espérant qu'elle revienne. Oh mince, attends, on va attendre 2 petites minutes. Ouais. J'ai pas compris là, j'ai pas compris. Je sais pas. Ça... Après, il n'y a pas des temps déterminés sur les lives d'Insta normalement? Non, je pense pas. Hein. Mais je pense que la connexion a bugué, du coup, ça l'a coupé. Ah, bon, bah écoute, on va attendre un petit peu. Ah, ça y est, ça revient. Hello, rebonjour tout le monde. Bon, désolé, hein. Ah, Lucie.
on est novices dans le métier, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, donc pour toi, c'est pas obligatoire qu'ils passent en systématique le bureau de contrôle. Non. D'accord. Non, c'est pas si c'est bon à savoir parce que après, comme nous, le département nous exige qu'on ait cette fameuse autorisation d'ouverture du maire, là, la même, tu sais, que le RP4, et que le maire, certaines communes, surtout dans les grosses, ils en ont rien à cirer. Du coup, ils nous disent débrouillez-vous, nous, on vous la fait pas. C'est un arrêté d'ouverture, c'est ça, hein, c'est quelque chose comme ça. Et ben, on est souvent obligé de passer par les bureaux de contrôle quand même pour qu'ils nous attestent que tout est bien valide, quoi. Ouais, t'as une alternative de passer par un bureau de contrôle. Ouais, mais c'est une vraie bataille. Hein. C'est pour ça que moi, je recommande vivement aux porteurs de projets, quand elles ont trouvé leur local, d'échanger avec l'urbanisme et le maire pour leur dire qu'il leur faut cette attestation, quoi, parce que ça évite de payer 2000 voire 3000 euros de bureau de contrôle, quoi, pour juste papier. Hein. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, il faut vraiment penser dès le départ à intégrer le coût du bureau de contrôle dans le plan de financement. Hein. Au cas où. Ouais. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte aussi, mais pour plein de choses, hein, c'est que des fois, d'être vraiment face à face, parce que dans la démarche, tu sais, des fois, à pas vouloir embêter le monde, c'est-à-dire que tu appelles la mairie, te dire, bon, bah, oui, j'aimerais bien ça. Oui, bon, bah, ils vous rappelleront. Ou tu vas tu vas en mairie, tu dis voilà, je voudrais le service. Ah oui, mais vous savez, il faut prendre rendez-vous, etc., etc. Mais tu sais, vraiment, des fois, même prendre le temps de prendre rendez-vous et d'avoir la personne en face, de dire écoutez, je suis quand même là, de par la commune, j'offre un service quand même, donc un confort de vie, etc. Enfin, vous n'êtes pas là pour me mettre des bâtons dans les roues. Donc, je peux entendre que ça peut être un peu lourd, mais ce n'est pas non plus infaisable. Donc, aidez-moi aussi dans cette démarche. Et des fois, d'avoir les gens face à face, où, voilà, vous vous dites, attendez, moi, ça fait plus de 10 mois que je travaille sur le projet, ou voire même plus. Et que là, juste pour un papier, vous n'êtes même pas capable de me dire, bon, bah, on va vous aider, vous inquiétez pas, on est là pour, allô, quoi. Et souvent, les gens, en fait, ça se décompte parce qu'au final, ils ont vraiment une personne en face. Ils ont quelqu'un d'ambitieux. Et ben typiquement, des fois, ça décante les choses. Alors que c'est vrai que derrière un mail, les gens, ils se cassent pas la tête. Et surtout qu'aujourd'hui, les mairies, bon, après, j'ai rien contre les mairies, hein, c'est pas déforme pas ce que je dis. Ça passe très bien. Parce que nous, en tout cas, on se doit d'aller rencontrer les élus avant même que le projet débute, ne serait-ce que pour les enfants. Potentiellement, on a un projet dans leur commune et pour leur demander si, à tout hasard, ils n'auraient pas des locaux à nous mettre à disponibilité. Bien sûr. Donc, quand ils sont pour les projets, ils nous suivent dès le départ. Donc, souvent, les mairies, et je parle en dehors des très grosses, des métropoles et des grosses communes où il est souvent compliqué d'aller rencontrer les élus. Je vous donne l'exemple à Lyon. Nous, on fait juste à Lyon, on fait juste un courrier, en fait. On ne va pas les rencontrer. Mais souvent, ça se passe plutôt bien. Mais il y a des communes qui sont... Oui, c'est quoi. Non, puis c'est vrai que, tu sais, typiquement, moi, il y a certaines fois, j'ai insisté, mais quand je te dis j'ai insisté, c'est que je n'ai pas lâché l'affaire. Et dans le principe, c'est que les gens, en fait, au final, ils se disent non, mais on va vraiment l'avoir sur le dos tous les jours, là. Donc, on va peut-être faire un effort hein, pour mais après, oui. Mais... Voilà, c'est ce que je dis. Il faut s'entourer de personnes qui croient aussi en ton projet et qui va se battre pour toi, quoi. Et c'est l'intérêt d'avoir une personne de proximité aussi, quoi. Parce que le but, c'est pas que tu restes dans ton bureau et que quand j'ai besoin de toi sur le terrain, c'est difficile de te montrer. Enfin, moi, je suis comme ça, tu vois. Donc ouais, l'importance, c'est l'importance du relationnel aussi. Parce que voilà, si ça accroche tout de suite, tu sais que la personne que tu as en face de toi, elle va se battre aussi pour toi, quoi, pour que ton... Ouais, c'est ça. En tout cas, oui, moi, c'est vrai que, ouais. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que oui, typiquement, c'est pour ça qu'on justement, tu fais bien d'en reparler et on va vraiment appuyer ce côté-là où il faut vraiment que ça matche parce que voilà, faut que vous puissiez avoir une personne qui puisse répondre à vos inquiétudes, à vos interrogations. Et comme le dit tout justement Sandrine, c'est que c'est quelqu'un qui va
à bras le corps avec vous, défendre votre projet, n'est pas juste là pour dire bon, je vous fais un bout de plan, un bout d'estimation, je fais ce que j'ai à faire, après vous vous débrouillez. Enfin, moi je vois pas les choses comme ça en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous assurer d'avoir une personne avec qui ça va matcher, quoi. Donc, ça, c'est important d'échanger beaucoup là-dessus avec le professionnel. Et je crois qu'on avait une autre question, Sandrine, attends que je me rappelle. Magali Borne. Elle a mis bonjour, si permis de construire en maison individuelle, puis usage en ERP5, est-ce un problème? Oui, alors je pense qu'elle a voulu dire qu'actuellement, la destination est une destination d'habitation et qu'il faut le transformer en ERP. Donc là, on est dans le cadre d'un changement de destination. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a une déclaration auprès de la mairie qui s'appelle l'autorisation de travaux, mais en fait, vous avez le choix entre changement de destination, je ne sais plus ce que vous avez. En gros, vous avez changement de destination. Il vaut mieux le faire dans ce sens-là plutôt que vous dire de le déclarer dès le départ en disant voilà, c'est une maison individuelle, mais c'est dans le cadre d'une structure, parce qu'en fait, ils vont vous demander justement d'être accessible handicapé, etc., qui va vous demander de grosses modifications. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre des couloirs, etc., il faut que ça soit accessible, voilà. Alors que dans le principe, si vous faites votre maison individuelle comme maison principale et qu'après vous changez de destination parce que vous voulez créer une structure de micro-crèche, alors ce que vous pouvez faire, c'est justement optimiser ça, parce qu'après, ça dépend des personnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des profils en disant, voilà, moi, je veux effectivement que ma structure soit accessible à tout genre d'handicap. Donc, c'est de l'optimiser dans le cadre de vos travaux et dans le cadre, du coup, du projet de la maison individuelle. Donc, typiquement, par exemple, c'est de s'assurer que la porte d'entrée soit d'une largeur suffisante pour au moins une personne, que ce soit en fauteuil roulant, puisse au moins y rentrer. Donc, moi, ce que je vous invite... C'est 90 cm et des couloirs aussi. C'est ça. En fait, à l'extérieur, il faut avoir un cheminement quand même convenable pour que la personne puisse se déplacer. Voilà. Il faut éviter justement, on appelle ça des ressauts. Donc, du coup, éviter effectivement d'avoir plus de 2 cm, tu sais, pour qu'ils puissent passer en siège roulant. Donc ça, c'est le minimum en gros qu'on peut vous demander. Si on a ça justement plus de 2 cm, moi ça m'est arrivé entre ma porte d'entrée dans ma première micro-crèche et le trottoir, il y avait tu sais une mini marche quoi. Et du coup, nous on avait fait installer une rampe amovible au cas où on l'a à l'intérieur de la structure. Donc ça peut être un des aménagements acceptés, on est d'accord? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous arrivez à justifier que voilà, s'il y a une personne à mobilité réduite se retrouve voilà, à vouloir accéder aux locaux, que vous avez, même des fois, tu sais, ça peut arriver, alors peut-être sur certaines personnes l'ont vu, mais par exemple sur Paris, tu sais, quand tu as une devanture qui donne sur la rue, là c'est un peu compliqué, tu peux pas te permettre une installation de la maçonnerie avec une rampe, enfin bon bref. Donc du coup ils ont des structures démontables en fait qui permettent justement d'une installation ponctuelle pour justement permettre le déplacement de la personne. Donc ça, c'est possible. Voilà. Je ne sais pas si les personnes présentes ont des questions. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Alors, je sais que tout à l'heure, il y avait, alors si je me souviens bien, c'est Chantal, je crois, qui nous avait demandé de... Est-ce qu'elle est revenue, Chantal? Je ne sais pas, attends, je cherche. J'ai une Chantal. Je crois que c'est peut-être elle. Alors, je ne sais pas si au final, elle voulait peut-être nous partager quelque chose. Pour faire un point sur tout ce qu'on a dit, nous, voilà, notre grosse problématique, ça va être d'avoir un plan optimisé, d'accord, avec des coûts, voilà, en tout cas sur ce pré-projet, il ne faut pas que les coûts soient faramineux, on va dire. Et puis après, voilà, c'est toute cette phase demande d'urbanisme. Ah oui, tu peux nous énoncer les différents délais en fonction des demandes, par exemple, pour une simple déclaration préalable? Voilà, c'est 2 mois. L'ERP5 on est sur... quand tu es dans un changement de destination ou pas? Ouais, changement et sans changement. Alors, avec changement, c'est à peu près entre 3 et 4 mois. Et sans changement, c'est entre 2 et 3 mois. En sachant qu'on peut faire la déclaration de travaux et l'ERP5 simultanément. C'est ça, ouais. On peut gagner du temps, ouais, tout à fait. Je crois que c'est entre 4 et 6 mois. D'avoir l'arrêté, non, c'est 3 mois.
C'est trois, ça dépend. Ça dépend des... Mais en fait, parce que des fois, il y en a certains, c'est des malins. Parce que parfois, tu as des mairies, quand ils sont un peu à la ramasse, ou du moins ils ont beaucoup de boulot, et ben, ils arrivent toujours à te trouver la petite subtilité pour te demander des documents complémentaires, et du coup, ça te rallonge le délai. Nous, on essaie toujours au maximum, quand tu fais les déclarations, d'optimiser un petit peu tout ça, même des fois de prendre un peu la température auprès des mairies, pour savoir s'ils ont beaucoup de boulot. Bon, souvent, ils ont beaucoup de boulot. Mais voilà, ils vont te dire, oui, nous, bon, on a quand même pas mal de dossiers, mais on arrive à traiter les choses à temps, etc. Alors qu'on a d'autres, non, on est submergés. Alors eux, on sait direct qu'eux, ils vont nous demander un document complémentaire. Et malheureusement, après, ça rallonge le délai. Donc, après, ça va dépendre aussi si ton bâtiment, et là, c'est dans le cadre de bâtiments déjà existants, est classé bâtiment de France ou pas. Voilà. Hein. Tout à fait. Quand tu es dans une zone ABF, alors ça peut être effectivement peut-être un petit conseil aussi pour les personnes qui cherchent des terrains pour construction neuve, etc. Assurez-vous que vous ne soyez pas dans une zone ABF. Alors, c'est pas une problématique en soi, mais ça peut s'avérer un peu déjà coûteux parce que typiquement, alors vous pouvez déjà le vérifier auprès du PLU de la mairie, mais même en gros, dans le cadre de la visite, si vous vous rendez compte que vous êtes à moins de 500 mètres, par exemple, d'une église ou d'un bâtiment classé, alors vous pouvez avoir cette info auprès de la mairie, par exemple, vous savez tout de suite que vous êtes dans une zone ABF. Et malheureusement, là, le délai est d'autant plus rallongé et souvent, même des fois, les ABF vont vous demander, vont vous obliger, par exemple, à mettre en place des fenêtres en bois en fonction. Voilà. Attends. J'ai eu le cas où pourtant nous on était dans une cour intérieure, on ne voyait pas la devanture de notre structure. Hein. Ils nous ont imposé des couleurs, ils nous ont imposé les menuiseries extérieures aussi. Ils nous ont imposé un tas de choses et pourtant on était dans une cour intérieure. Notre structure était dans une cour intérieure d'un grand bâtiment. Tu vois, Ah ouais, ça vraiment, ne partez pas de ce principe-là en disant oui, bon, c'est bon, de toute manière, c'est pas visible, ils vont rien voir. Ouh là là, non. Parce qu'il y a vraiment des communes où même les bâtiments des architectes, enfin les architectes des bâtiments de France, il suffit qu'ils soient dans le coin, même aériens, ils se rendent compte de ce que vous avez fait, etc. Vraiment, négligez pas ce côté-là. Hein. Franchement, c'est... Attends. Ah, Chantal. Bon, Chantal, j'accepte ta participation. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Bon, écoute, j'ai accepté, alors je sais pas. Faut peut-être qu'elle accepte ou pas. Mais pourquoi ça a fait ça? Punaise. Ah, bon, écoute. Hein, t'es là ou t'es pas là? T'es là? Venu et c'est reparti. Ah. Bon. Retente l'expérience, Chantal, redemande et puis je te ferai participer et on verra bien. Ah, Magali, on passe par un constructeur. C'est lui qui assure la MO ou faut-il faire appel à un maître d'œuvre? Non. Si c'est un contrat un CCMI, donc un contrat de construction de maison individuelle, en fait, lui, il assure de A à Z l'opération. Donc, il n'y a pas besoin de maître d'œuvre. Ouais, mais si le constructeur part tout de suite dans l'optique de créer un ERP, il fait tout lui aussi. Ah, alors, attention, c'est différent. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas aptes à pouvoir faire une construction dans le cadre d'un ERP. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te rapproches d'un constructeur de maison individuelle et tu leur dis, voilà, moi, je veux une construction de maison individuelle parce que c'est dans le cadre d'un ERP. Souvent, ils vont dire, non, mais nous, on ne fait pas ça. Parce qu'ils ne vont pas optimiser, si tu veux, ce côté un peu accessibilité ou des choses comme ça. Souvent, ils ne vont pas se lancer dans ces démarches-là. Tu vois? Les démarches auprès de la mairie, je parle. Les constructeurs spécialisés, hein, il y en a de plus en plus. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je le précise, parce que souvent, les gens, ils peuvent penser que... non, ça, faut faire attention à ça. Et après, c'était quoi sa question? Elle dit que ce serait de la maison individuelle. Alors, faut-il faire appel à un maître d'œuvre si on passe par un constructeur? Et là, elle dit oui, ce serait de la maison individuelle. Donc, eux, ils assurent de A à Z, normalement, l'opération, il n'y a pas besoin de maître d'œuvre. Oui, mais Magali, c'est dans le cadre de la construction de ta microcrèche où tu fais appel à un constructeur de maison individuelle pour construire ta microcrèche. Non, c'est direct. Alors, attends, j'ai Chantal, je retente l'expérience.
Moi, Mon Magali, Magali, elle fait appel à un constructeur de maisons individuelles pour sa micro-crèche. donc c'est-à-dire qu'elle, elle est partie voir un constructeur de maison individuelle en disant je veux une construction pour faire une micro-crèche. Ouais. Bah, après, Et ça dépend ce qu'il... ouais, elle Ouais. proposer la mission permis de construire, parce que quand tu fais un permis de construire, tu peux intégrer directement le RP, il me semble, hein, Lucie. C'est ça, oui, non, ça fait ça. Voilà, est-ce qu'ils sont aptes à faire, à optimiser ça pour faire ta demande de RP, etc. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu vérifies dans le contrat. Alors, apte, je ne sais pas. Après, ça dépend si, parce que tu sais, dans le cadre de la conception, ils peuvent être accompagnés d'architectes ou autres. Après, c'est à savoir si l'architecte, il est apte, enfin, l'architecte avec qui ils font leur projet, s'il est apte à le faire. Ça, c'est une première chose. Donc, n'hésitez pas à poser la question et vérifiez dans votre contrat que ce soit bien stipulé, comme quoi, eux, ils vont établir le permis de construire avec, effectivement, les démarches dans le cadre d'un ERP. Ça, faut vraiment bien que ça soit stipulé parce qu'ils sont capables de vous dire, bon, on signe le contrat, il n'y a pas de souci. Puis au final, ils vont vous dire, ah oui, mais nous, on ne fait pas ça, c'est votre démarche de votre côté, nous, on fait que la construction. Et du coup, vous êtes obligé de repayer derrière. Donc, assurez-vous de ça, par contre, dans le contrat. Ça, faut vraiment... Quelle est la différence, ça va être en termes de coût, de passer par un constructeur ou directement par un maître d'œuvre pour une construction? C'est quoi la différence? La différence, c'est que le constructeur de... En fait, vous, en tant que maître d'ouvrage, en fait, tu vas payer le constructeur de maison individuelle, donc tu vas payer ton projet, c'est lui qui va tout gérer. Donc financièrement, entre guillemets, le seul échange que tu peux avoir avec le constructeur de maison individuelle, c'est financier. En revanche, moi, de mon côté, par exemple, le client... Alors, moi, je gère le côté financier, c'est-à-dire que moi, j'ai la responsabilité de recevoir les situations des entreprises qui interviennent. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils vont me donner une situation en disant voilà, nous on a effectué 30% des travaux, on veut payer cette partie-là. Moi, en fait, j'ai la responsabilité de dire aux clients si oui ou non, moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont donné comme devis. D'accord? Et à partir de là, en fait, à partir du moment où je donne le feu vert, le client, il fait le virement, il paye l'entreprise, etc. D'accord. Toi, donc en fait, de vérifier si c'est cohérent par rapport au devis, la situation. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bah déjà, on a la part de responsabilité de par le début du projet, donc le marché. C'est-à-dire qu'à la base, on va faire un cahier des charges, donc on va établir toutes les pièces administratives et techniques, en fait, par corps d'État, ou enfin, en fonction de comment on gère le chantier. De par ça, en fait, après, ils nous établissent leurs offres et nous, on vérifie derrière. Donc déjà, on a une base. Après, on a un devis détaillé de toutes les prestations qui sont comprises et qui sont en corrélation avec les pièces techniques qu'on a établies. Et une fois que voilà, ils commencent les travaux, en fait, ils vont établir des situations. Nous, en fait, on a cette responsabilité, du coup, de donner un visa de ces situations pour dire oui, je suis d'accord ou non. Et effectivement, si je suis pas d'accord, bah, je peux lui demander de dire non, vous n'avez pas fait 30%, vous avez fait 20%. Donc, si vous le souhaitez, on fait 20%, mais moi, il est hors de question qu'on vous paye, enfin, du moins que le client vous paye 30%. Donc, à partir de là, quand je donne le visa, donc donc pour bien comparer les deux, c'est qu'en gros, avec un constructeur de maison individuelle, vous avez un seul interlocuteur. En revanche, quand vous passez avec un maître d'œuvre, en fait, vous aurez plusieurs interlocuteurs, entre guillemets, puisque je serai, en tant que maître d'œuvre, l'interlocuteur principal, mais vous allez avoir plusieurs paiements à faire avec le nombre de corps d'État que vous pouvez avoir. Alors, vous avez aussi une autre subtilité, il faut le savoir, on appelle ça des contractants. Alors, les contractants, je ne veux pas vous bassiner avec ça, mais je veux que vous le sachiez parce que si ça peut arriver à vos oreilles, il faut que vous sachiez la différence. En fait, un contractant, c'est comme ce que je fais, sauf que lui, en fait, il a la charge financière, en fait, un peu comme un constructeur. C'est-à-dire qu'en tant que contractant, lui, il va récupérer l'argent le client va le payer, d'accord, de par son projet, et lui, en fait, il va gérer les corps d'État derrière. Donc, souvent, il fait de la sous-traitance, enfin, voilà, mais en fait, le contractant, en fait, il a vraiment le chapeau du constructeur de maison individuelle, si vous préférez. Mais il a le statut de contractant, c'est différent. Alors que le constructeur de maison individuelle, est de par enfin, c'est un peu... Hein? Ah. Tu m'as parlé, ça a bugué de mon côté. Ah mince. Oh là là, elle est débutante. Non, mais je parlais complètement décalé. Ah mince. Attends, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie... Depuis tout à l'heure, j'accepte Chantal, mais ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas. Je ne comprends pas.
Je les vois demain matin. Ah, attends, il y a quelqu'un qui... Oui, c'est Nolwenn qui voit je pense les personnes qui vont prendre en charge sa construction. Ok, pour la taille des dortoirs, elle s'entend hors sur effectif. Ouh là là, alors attends. Alors Marina, je vais répondre à ta question effectivement. Oui, Alors c'est ça. la taille des dortoirs, c'est il faut que tu prennes en compte 7 mètres carrés pour le premier lit et 1 mètre carré par lit supplémentaire. Et bien évidemment, on ne tient pas compte du sureffectif. Donc, il faut bien que tu tiennes compte de 12 enfants, ce qui représente à peu près 13 mètres carrés par dortoir si tu en fais 2. Après, c'est toujours bien d'avoir des dortoirs un peu plus grands, justement, même si le référentiel bâtimentaire dit qu'il ne faut pas prendre en compte le surnombre. C'est pas top d'être serré dans des dortoirs, ne serait-ce que pour quand on pense à l'évac ou en cas de confinement, parce que c'est souvent les dortoirs qu'on prend pour les comment ça s'appelle, pour le confinement, si on doit se confiner en cas d'intrusion. Donc, c'est 13 mètres carrés minimum. Après, c'est toujours bien d'avoir 1 ou 2 mètres carrés en plus par dortoir, si c'est possible, bien évidemment. Bon, bah, Chantal, je suis désolée, ça ne marche pas. Pourtant, à chaque fois, j'accepte ton invitation, mais ça ne veut pas. Donc, je ne sais pas si je suis limitée dans le nombre de partenaires, je ne sais pas. Mais je n'y arrive pas, donc je ne comprends pas. Je suis désolée. Bah, écoute, à l'occasion, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis on y répondra. Bon, c'est dommage, ça aurait été sympa. Bah ouais, Magali, est-ce qu'on a répondu à ta question, du coup? Magali. Il est lourd. Je sais pas. Attends, il y a une autre question. Ah si, attends. Je te la laisse lire. Non, mais je la vois pas. Ah, d'accord. Donc maintenant, je l'ai, moi. De Magali, elle dit dans le cadre de la construction de l'RP5, est-ce qu'un nombre de places de parking est imposé? Ça va dépendre des mairies. Ouais, c'est ça. En fait, ça va dépendre aussi du PLU. En fait, en gros, souvent, en fonction de la surface, etc., ils vous imposent un nombre de places minimum. Après, dans le cadre de la microcrèche, c'est toujours... Enfin, après, Sandrine t'en donnera ton avis, mais dans l'accès, en fait, en fonction même de l'emplacement, c'est toujours bien. Faut vous poser... En fait, ça va dépendre. Le dépôt des enfants. Ouais, non, ça va surtout dépendre s'il y a un parking public à proximité, si tu peux te garer facilement ou pas, tu vois. Donc, mais après, ça va surtout dépendre du PLU. Là, pour une de mes clientes que je suis dans le sud-ouest de la France, la mairie lui a imposé 2 places de parking plus une place PMR. Et elle est dans le cadre d'une construction. Mais parce qu'elle va s'implanter dans un pavillon où il n'y a pas de place pour se garer facilement, quoi. Je vois plus les commentaires qui défilent, Lucie. Ah, donc, attends. Ah, alors attends. Bonsoir Lucie, peux-tu réexpliquer la def du contractant, s'il te plaît? Donc ça doit être la différence, j'imagine. Attends, je regarde. Oui, bah écoute, Chantal. Ouais, attends. Chantal. Bon, bah écoute, Chantal, j'ai retenté, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Contractant, alors, typiquement, par exemple, une personne qui est contractant, elle peut vendre un projet à des clients. Là, je vous donne un peu un exemple, ça sera peut-être plus concret. Là, j'ai mes chers clients que j'accompagne dans leur construction de maisons individuelles dans le 78. Ils ont été face à un contractant, c'est-à-dire que c'était une personne qui leur a proposé un projet, donc de par leurs besoins, il a conceptualisé plus ou moins le projet, il a déposé le PC, et en fait, lui, il avait en charge, en fait, il avait tous les chiffrages des entreprises. Donc, en fait, le client avait comment
dirais-je, la relation avec le contractant. Donc, financièrement, en fait, il payait le contractant en direct. Il ne payait pas les entreprises. C'est le Ouais, mais contractant le qui contractant, en fait, là, dans le cadre du contractant, tu me diras si j'ai bien compris, dans le cadre du contractant, le client ne va pas valider les devis. C'est le contractant qui Non, fait tout, en fait. Il lui vend c'est ça. un package, mais après, c'est tout lui qui gère. Alors que dans le cadre C'est ça. du maître d'œuvre, toi, tu vas faire les appels auprès des entreprises, mais c'est toujours le client qui valide le devis. C'est ça. Et en fait, la différence, c'est que tu vois, dans le cadre d'un constructeur de maison individuelle, en fait, il y a un contrat qui est vraiment régi par la loi, en gros, qui couvre les clients. En revanche, un contractant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrat qui. Voilà. Donc, et là, typiquement, tu vois, mes clients, ils ont une complication, c'est-à-dire que je pense que le contractant, en fait, il a sous-estimé leur projet et il n'a plus donné signe de vie, tu vois, typiquement. Ah ouais, Donc, en gros, il leur a vendu un projet à un montant donné. Et en fait, de par le fait qu'il a dû consulter les entreprises pour chaque corps d'État, il s'est rendu compte que en fait, c'était peut-être un peu plus élevé. Donc au final, il n'a plus donné signe de vie. Mais voilà, je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais en fait, la différence, elle est là. C'est-à-dire que moi, en tant que maître d'œuvre, je ne peux pas me permettre ça. Et moi, je peux pas, en tant que maître d'œuvre, je ne peux pas demander à mon client, par exemple, je conceptualise son projet, je lui dis, voilà, votre projet va coûter 200 000 euros, d'accord? Moi, en tant que maître d'œuvre, je ne peux pas demander à mon client de me donner les 200 000 euros et qu'après, moi, je gère les entreprises derrière. Ça, typiquement, Oui, on n'a alors pas la le droit. frontière, elle est simple entre le constructeur et le contractant. En fait, ils font la même chose, sauf que un, il est régi par la loi et l'autre, c'est du freelance Voilà, total, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'on a répondu à ta question AV75W? Est-ce qu'on a d'autres questions? Tac, 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 ok. Il m'a dit ok, ou elle m'a dit ok. Donc, ça, a priori, c'est clair. Donc voilà. Magali, elle ne nous a pas donné signe de vie. J'espère qu'on a répondu à sa question. Ah si, elle a dit oui, merci, pardon. Ah, super. Mais moi, je vois plus les commentaires défiler. Ça a bugué au niveau des commentaires. Ah, d'accord. Bon, écoute, je te dis, bon, a priori, il n'en a plus d'autres questions. Il m'a dit, bon, ok, super. Bon, écoute, je pense que ça fait combien de temps, là? Ça 21h50. fait, ouais, une bonne heure et demie, hein. Pas mal, Bon, hein. c'est bien. Mais c'est tellement intéressant aussi. Et puis, c'est des questions, enfin, tu réponds à des questions concrètes, quoi. Donc, merci. Ouais. Ah, attends, il y a une autre question. Du coup, faut pas se planter dans son contractant, c'est un peu chaud cette démarche. Oui, tout à fait. Je confirme. De par l'expérience que je vous ai partagée, c'est tout à fait ça. Après, c'est soit vous allez vers un contractant, ce sur quoi vous avez des garanties, ou vous, par exemple, c'est un contractant qui a géré une construction d'une connaissance, enfin, bouche à oreille. Là, oui, enfin, vous n'avez pas une garantie 100%, mais vous avez quand même, voilà. Mais oui, il ne faut pas se planter, parce que là, typiquement, les pauvres clients, au final, ça leur a coûté un projet plus cher, des complications administratives. Donc, ils ont peut-être oui, perdu de l'argent, non? Parce qu'ils lui ont peut-être avancé de l'argent, non, à ce gars-là? Alors oui, limite, il a eu, la possibilité de déposer le permis de construire. Donc, ils ont eu l'arrêté, tout a été validé, etc. Et donc, il leur avait demandé une partie. Donc, en fait, ils ont payé 10 000 euros pour un PC, au final, parce qu'en fait, la personne, elle est partie avec 10 000 euros. En fait, je leur avais demandé un acompte. C'est même énorme, 10 000 euros pour un PC. Pour un PC, j'ai envie de dire, c'est ce que je fais des PC tous les jours, c'est ça. Mais pour les pauvres, dans la bon, ça va, ils s'en sortent bien. Du coup, j'ai pris le relais dans ce projet-là. Mais voilà, mais effectivement, c'était une expérience où c'était un contractant. A priori, les références étaient bonnes, mais il y avait quand même, ils avaient eu des comment dirais-je, je trouve pas mes mots. Désolée, l'heure qu'il est, je suis levée depuis 5h du matin, je peux vous dire que c'est un peu compliqué de trouver mes mots. C'est terrible. Des retours? Oui, des retours, merci Sandrine. Des retours des entreprises où en fait le client avait eu l'occasion d'échanger avec des entreprises qui allaient travailler sur leur projet, et il leur avait fait part que la relation avec ce contractant était compliquée, qu'ils avaient déjà fait des opérations avec ce contractant, qu'en termes de paiement c'était compliqué, parce qu'au final je pense que c'est quelqu'un qui
qui profitait un peu de son pouvoir, entre guillemets, pour voilà, de ne pas donner la totalité du chiffrage, etc. Donc, voilà, il y avait déjà des choses qui sonnaient à leur oreille, qui auraient dû effectivement les alerter. Mais voilà, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y a des différends entre les parties et que voilà, chacun donne son avis, mais au final, non, ça a bien été le cas. Donc voilà, donc oui, il faut faire. Je sais que c'est pas simple, sincèrement. Je sais que voilà, trouver un bon archi, trouver un bon maître d'œuvre, trouver la personne qui peut vous correspondre, c'est très compliqué. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Typiquement, quand vous tapez maître d'œuvre, vous avez la possibilité de voilà. C'est pour ça que moi aussi, je me permets aussi de partager, parce que ça permet d'avoir un avis sur la personne, de voir si dans le mood ça peut correspondre. Profitez de ces réseaux sociaux pour connaître un peu mieux la personne, de voir si elle peut être, voilà, vous pouvez être compatible. C'est un peu l'avantage qu'on peut avoir contrairement à avant. Mais je sais que oui, les démarches sont pas c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis après, quand ça se passe mal une première fois, quand on lance un deuxième projet, on part quand même avec une angoisse, quoi. Donc, ouais, après, c'est vrai que c'est. Alors, attends. A priori, il y a AV75W vous a envoyé une demande. Bon, Chantal, c'est pas que je ne veux pas t'accepter. Je vais tenter avec AV75. Si vraiment ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai accepté. Il n'y a rien qui se passe. Bon. Alors, je suis désolée. Ça met un peu de temps, non? Je sais pas. J'ai jamais eu l'occasion. Moi, j'ai déjà fait des duos, si tu veux, de live, mais jamais avec 3 ou 4 personnes. Alors, peut-être qu'il y a une. Je sais pas. Là, j'avoue, ça me prend un peu. Je saurais pas te dire. Moi, j'ai fait mon premier live la semaine dernière, donc. Ah, d'accord, ok. Non, mais tu vois, pour le coup, ça, je vais me renseigner parce que je comprends pas. Pourtant, j'ai déjà assisté à des lives où effectivement, tu avais 3-4 personnes, donc je comprends pas pourquoi ils n'y arrivent pas, en fait. Bon, je suis désolée, les filles ou les garçons. Je sais pas, AV75, c'est une fille ou un garçon, mais je suis désolée. Je suis désolée. Franchement, ça aurait été super intéressant, mais là. Voilà. Bon. Écoute, je pense que ça peut. Voilà, je pense qu'on va peut-être arrêter là, du coup. Ouais, en tout cas, je te remercie. Non, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Je te remercie de m'avoir invitée dans ta petite maison, dans ton petit Insta. Merci aussi à tous les participants et participantes. Lucie, on se revoit très très bientôt, j'espère. Oh oui. Non, on est vraiment là pour répondre. N'hésitez pas à travers les réseaux sociaux, si vous avez encore des petites questions, de nous les poser. On aura la joie d'y répondre. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à vous faire entourer, de poser des bonnes questions, même à votre entourage pour trouver les bonnes personnes. Et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, entre autres, avec Sandrine, par exemple, dans le cadre de votre projet. Je sais que des fois, ça peut paraître vraiment un investissement sur soi, mais ça peut vous faire gagner énormément de temps et de plénitude, si on peut dire. Voilà. Bon, merci à toi, Sandrine. C'était super sympa. Comme d'habitude, j'adore ces lives. Et en tout cas, on espère avoir bien répondu à vos questions, que ça a été sympa. AV75, filles, bonjour. Excuse-moi, parce qu'ils font des commentaires, du coup, je les vois pas, les commentaires. Ah, dommage. Alors, oui, je te l'ai dit. Allez, je te l'ai dit. Merci à toutes les deux et belle soirée. Merci pour toutes ces infos. Tu vois, au final, on a quand même aidé pas mal de personnes, donc c'est cool. Je pense typiquement, ce serait cool d'en faire quelques-uns. Comment ? La prochaine fois, tu viens dans le mien. Ouais, c'est ça. Ça marche. Écoutez. Merci Lucie et à très vite. Ça marche. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous. Bye. Bientôt. Salut. Les aléas du direct. Finesse. Attends, du coup, il faut que je redemande à Sandrine de revenir. Je te crois. Allô. Les aléas direct. Allez, c'est pas grave. Du coup, on a perdu beaucoup de monde en espérant qu'elle revienne. Oh mince, attends, on va attendre 2 petites minutes. Ouais. J'ai pas compris là, j'ai pas compris. Je sais pas. Après, il y a pas des temps déterminés sur les lives d'Insta normalement. Non, je pense pas. Hein.
Mais je pense Bon, que la connexion a bugué, du coup, ça l'a coupé. ah, bon, bah écoute, on va attendre un petit peu. Ah, ça y est, ça revient. Hello, rebonjour tout le monde. Bon, désolé, hein. Ah, Lucie. Ah, on est novices dans le métier d'Instagram. On fait ce qu'on peut, hein. Ouais, donc pour toi, c'est pas obligatoire qu'il passe en systématique, le bureau de Non. contrôle. Non, D'accord. non, c'est pas ce qu'on veut. C'est bon à savoir parce que